Bien, bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire débat qui a pour thème Management de la qualité IA, jusqu'où peut-elle vraiment aller? Alors, l'intelligence artificielle s'immisce partout, mais jusqu'où peut-elle ou doit-elle aller dans le management de la qualité? Avec l'arrivée imminente de la nouvelle version de l'ISO 9001, la question devient plus brûlante que jamais. Et pour répondre à cette question et apporter leur point de vue, j'ai avec moi deux experts, Cathy Barret-Baumard, autrice, consultante, formatrice, experte du secteur sanitaire et médico-social, ainsi que du management d'équipe et de la gestion des risques. Et j'ai également avec moi Jean-Marc Gandhi, auteur, consultant, formateur en management de la qualité et management d'équipe. Alors, entre véritables opportunités et fantasmes technologiques, nous vous proposons de dépasser les clichés ambiants, donc sans langue de bois et avec une pointe de provocation, nos deux experts sont ici pour en débattre avec vous. Concrètement, ce webinaire durera environ 1 heure et sera organisé comme ceci. Nos experts vont dialoguer sous forme d'argumentation et de contre-argumentation afin de balayer les opinions différentes sur le sujet. À la fin de leur présentation d'environ 15 minutes, nous vous laisserons la parole afin de débattre avec eux. Vous pouvez donc utiliser l'outil chat en bas de votre écran afin d'intervenir et je leur lirai vos commentaires et vos questions pour qu'ils y répondent. Afin que le débat se déroule correctement, je vous rappelle que toutes les opinions sont les bienvenues, mais ce webinaire se veut avant tout un moment d'échange, de respect et de réflexion. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet. Je laisse la parole à nos deux experts. Eh Bonjour. bien, merci Nicolas. Bonjour. Alors, je crois que tu nous as donc déjà présenté. Donc, nous allons peut-être passer tout de suite à un petit préambule court. Voilà, donc nous ne sommes nullement des experts en IA et nous ne prétendons pas, nous ne détenons donc aucune vérité. Alors, quelle est notre légitimité? C'est la question qu'on peut se poser. Eh bien, nous sommes tous les deux des observateurs attentifs des pratiques d'IA appliquées notamment au management de la qualité. Et puis, on peut aussi rajouter qu'on nous sommes nous-mêmes utilisateurs d'un certain nombre de fonctionnalités d'IA dans nos activités respectives. Alors, je crois, avant que nous passions aux arguments, Cathy, tu voulais rajouter sans doute une petite précision? Oui, juste une petite précision. En fait, les agents d'IA, selon définition commune, tout simplement, sont des programmes algorithmes et outils numériques qui peuvent effectuer des tâches de manière autonome, hein, pour le compte d'êtres humains ou à la demande d'un système lui-même digitalisé. Donc, ces programmes et outils peuvent recueillir, analyser les données, résoudre des problèmes, prendre des décisions, exécuter des actions, interagir avec des environnements externes. Voilà une petite définition courte avant que nous passions effectivement et nous entrions dans le vif du sujet. Voilà, eh bien, merci pour cette précision. Alors, le principe de ces débats, c'est qu'à tour de rôle, nous lançons des arguments et puis l'autre partie se fait l'avocat du diable. Alors, premier argument que nous pouvons évoquer, c'est que l'IA est donc un formidable atout hein, pour le recueil, l'analyse rapide données, etc., données essentielles pour maîtriser la qualité, puisqu'ici nous nous situons bien dans le cadre management de la qualité. Donc, on peut passer, par exemple, de contrôle classique par échantillon, contrôle exhaustif en temps réel sur une chaîne de production, par exemple, si on couple de la vision artificielle qui permet de capter un certain nombre de données, et donc derrière, l'IA va permettre d'accélérer, de fiabiliser l'identification de non-conformités, d'anomalies, etc. Prenons un autre exemple, le secteur santé, où l'IA peut évidemment faire beaucoup de choses, dont alerter dans un dossier de patient sur une éventuelle incohérence médicamenteuse. Oui, alors effectivement, tu as raison, mais là, je vais me faire l'avocat du diable, Jean-Marc. En ce qui concerne les données, lorsqu'elles sont fiables, notamment lorsqu'elles sont recueillies en interne, par exemple en production, en métrologie, dans le circuit du médicament, etc. Malheureusement, il n'en est pas de même lorsque ces datas relèvent du simple déclaratif humain. Et là, l'IA n'y peut rien. Un exemple, l'analyse de questionnaires de satisfaction, qui est souvent biaisée par le manque de sincérité des réponses ou par la tournure des questions, ou encore par le faible nombre de retours de questionnaires. Ça, dans mon secteur d'activité, c'est très souvent.
Et le deuxième exemple, la distribution des médicaments qui est validée alors qu'aucun d'eux n'a été distribué et la prise, par exemple, non vérifiée, ce qui peut effectivement représenter un danger pour le patient. Voilà, alors effectivement, là, ce sont des aspects humains. On ne peut pas tout reprocher à l'IA, bien évidemment, puisque c'est un formidable enjeu, mais on a toujours de l'humain derrière. Alors, deuxième argument que nous pouvons évoquer, c'est que l'IA va nous permettre de mieux surveiller, notamment le contexte extérieur de l'entreprise en matière de risque, d'opportunité, ce qui est un aspect important au niveau notamment de la norme ISO 9001. Alors là-dessus, l'IA, on peut dire que c'est un outil extraordinaire pour pouvoir renforcer notre veille, capter éventuellement des signaux faibles et en utilisant bien sûr ce réservoir immense, infini d'informations que constitue le web. Donc oui, on peut gagner du temps, mais... Oui, et alors là, si tu le veux bien, soyons prudents et réalistes. Pourquoi? Parce que d'abord, une quantité impressionnante et croissante de contenu est aujourd'hui générée par l'IA elle-même. Donc, elle peut être au contraire risque de perte de temps. Utilisée sur des systèmes ouverts tels que le web, comme nous connaissons, l'IA générative va vite se transformer en IA dégénérative. Un peu comme si on faisait la photocopie de la photocopie d'une photocopie de l'original. En fait, le vieux téléphone arabe en clair. Hein. Donc, soyons prudents. Et on peut toujours ajouter, en se faisant également l'avocat du diable, que les créateurs, on peut dire les véritables créateurs de contenu viable, ont tendance aujourd'hui à verrouiller de plus en plus fortement l'accès à leurs publications sur le web pour justement ne pas se faire piller par l'IA. De plus, on peut ajouter que c'est quand même l'esprit du RGPD, hein, du Règlement général de protection des données. Et on pourrait encore évoquer un troisième argument, hein, même s'il ne s'agit pas d'aller contre l'IA, mais c'est les risques d'intoxication volontaire de plus en plus constatés. Intoxication de qui? Des agents d'IA. Et là, plusieurs études scientifiques récentes montrent qu'il suffit de moins de 5% d'informations biaisées ou faussées pour mettre en péril la crédibilité de ce qu'on appelle l'IA générative. Donc, je rappelle, l'IA ici appliquée au web en général. Alors, le terme d'ailleurs employé par les anglo-saxons est le data poisoning, donc l'empoisonnement des données. Et éventuellement, on pourra donner les références d'une étude toute récente, importante, menée par 3 instituts et qui est sortie récemment, le 9 octobre 2025. Tout à fait. Mais enfin, et c'est une évidence parce que toute l'information utile n'est de toute façon pas disponible sur le web, n'oublions pas que l'humain attend aussi des réponses d'autres humains. Ça veut dire que l'IA ne traduit en rien les ressentis et elle ne remplacera pas les rapports humains, loin de là. Les rapports sociétaux sont aujourd'hui toujours indispensables. Alors, autre bon argument, voilà, c'est celui-ci. C'est que l'IA ouvre un champ de possibilités très important, notamment pour simuler rapidement des situations avant que des décisions soient prises pour améliorer la qualité, pour traiter les risques, pour saisir des opportunités. Là, nous citons juste 2 exemples pour faire court. On peut d'abord simuler une modification, par exemple, d'un paramètre de température sur une chaîne de production et démontrer que cela diminuera par exemple de 5% le nombre de non-conformités. Le deuxième exemple, dans le domaine sanitaire, la simulation de gestes techniques qui peut apporter beaucoup dans des apprentissages, notamment via ce qu'on appelle des chambres des erreurs, et puis en matière de simulation de gestes précis en chirurgie. Oui, absolument, tu as raison, mais j'émets quand même de grandes réserves. Avoir suffisamment entraîné l'IA à envisager toutes les conséquences qui peuvent s'enchaîner suite à la modification du paramètre considéré. Je dis bien toutes, ce qui est complexe et souvent coûteux à réaliser. Donc, pas forcément accessible à toute entreprise. Ensuite, alimenter l'IA en données suffisantes,
ou suffisamment objective. Par exemple, l'IA aura du mal à simuler et anticiper de manière réaliste les réactions des clients face à une hausse de prix associée à une durabilité accrue prévue sur tel appareil électroménager produit par une entreprise. Alors, autre argument, autre bon argument, hein, bien sûr, c'est que l'IA peut parfaitement se substituer à de l'humain, du moins dans un certain nombre de contextes, mais peut-être pas tous. Alors, justement, substituer à l'humain dans une partie des interactions avec notre entreprise, avec nos clients, même avec nos collaborateurs. Là, ça concerne plus souvent les ressources humaines, et puis même avec d'autres parties intéressées. Alors, prenons juste deux exemples. Se dire que nous pourrons développer des chatbots, c'est-à-dire des robots conversationnels bien plus élaborés que ceux que nous avons aujourd'hui, qui sont souvent assez frustrants, et qui seront donc capables de répondre 24 heures sur 24 à des demandes toujours plus complexes. Deuxième exemple, nous pourrons aussi faire entrer des robots, au sens véritable robot physique, par exemple dans les maisons de retraite, hein, dans les EHPAD, pour assister des soignants dans des tâches parasites, afin qu'ils puissent consacrer un peu plus de leur temps humain aux patients, donc la relation humaine. Oui, tout à fait. Mais je reviens à mes rapports sociétaux. N'oublions jamais que la qualité perçue par nos clients, mais aussi nos collaborateurs et autres parties intéressées, reste avant tout la qualité des rapports humains que nous entretenons avec chacun. Donc, rien à faire, nous ne sommes pas des robots et malgré nos millions d'années d'évolution, notre nature animale profonde nous fera toujours privilégier, dans une majorité des cas, des contacts entre humains. Et c'est le cas dans ce secteur d'activité du médico-social que tu citais. Effectivement, les robots sont bien là pour faire certaines tâches, mais le rapport humain est le rapport principal demandé par le patient ou la personne accompagnée. Alors, toujours à ce sujet, en se faisant l'avocat du diable, j'ajouterai aussi une chose à ce que tu viens de dire, c'est qu'on nous affirme fortement que le temps gagné grâce à l'IA nous permettra ensuite d'investir plus de temps dans un vrai rapport humain, alors que ce soit avec les patients, que ce soit avec les clients, hein, d'une manière générale. Mais alors là, très franchement, on peut être pris quand même d'un gros doute. Pourquoi? Gain de temps, certainement. Malheureusement, le fonctionnement de la plupart des entreprises et des organismes, c'est plutôt de vouloir ensuite faire des économies en supprimant des postes et des salaires, et non pas en utilisant le temps gagné, comme c'est annoncé, pour privilégier le contact client, la relation client sur le plan humain, malheureusement. En effet. Cependant, on peut revenir sur un autre bon argument, la gestion de notre documentation qualité qui sera grandement facilitée. Et notamment sur le partage et la diffusion des connaissances pour accéder à tel ou tel document qualité, procédure, mode opératoire. Pour moi, c'est réellement le cas, par exemple, dans le secteur médical avec le dossier unique informatisé du patient, qui permet le respect et la sécurisation des données et le partage d'informations professionnelles. Ça, pour moi, c'est quand même aussi une grande avancée. Alors, là-dessus, oui, on peut dire que tu as tout à fait raison, mais encore faudra-t-il sécuriser suffisamment cette gestion documentaire de la qualité. Pourquoi? Parce qu'on voit, on assiste aujourd'hui à un risque accru en termes de vol, de fuite de données. Il y a eu tout récemment l'exemple, hein, qui a été évidemment rendu public avec Microsoft 365 Copilot, où des chercheurs en cybersécurité ont clairement mis en évidence des vulnérabilités majeures, enfin une vulnérabilité majeure qu'ils ont dénommée d'ailleurs EcoLeak. Donc ça, c'est une étude là qui est largement disponible, qui relate un peu plus précisément les faits, une étude de janvier 2025. Alors bien entendu, on peut dire que ce risque ne concerne pas seulement la documentation qualité au sein de notre entreprise, mais tout l'ensemble des données. Tout à fait. Cependant, avec l'IA, l'interprétation des normes peut aussi devenir facilitée, notamment dans les cas d'une entreprise qui souhaite appliquer plusieurs référentiels différents. Un exemple type, on veut développer un système de management intégré en s'appuyant sur les normes ISO 9001, 14001 et 45001 ou 31001 ou 31000, pardon.
C'est tout à fait possible et rendu largement plus facile grâce à l'intelligence artificielle. Alors, Cathy, tout à fait d'accord avec toi. On pourra détecter beaucoup plus rapidement des exigences communes à ces normes, notamment sur l'exemple que tu donnais. Cependant, il y a quand même un cependant, c'est que l'interprétation fiable et l'adaptation des exigences au contexte précis de notre entreprise requièrent quand même aussi des capacités élaborées et qui sont quand même souvent fortement basées sur l'expérience du terrain. Et ces expériences vécues par les uns ou les autres, en interne ou en externe, ne sont pas toutes accessibles par les agents d'IA. Alors prenons juste un petit exemple, puisque nous sommes là sur parcours croisé, bah, comment dire, les enrichissements qui peuvent être apportés par les échanges d'expériences sur parcours croisé. Là, l'IA pourra, en tout cas aujourd'hui, ne peut pas vraiment le récupérer. Ça sont des apports humains. Ça peut venir également de rapports établis par des auditeurs, par tierce partie. Là, je parle de rapports écrits qui ne seront pas accessibles par les agents d'IA. Oui, c'est sûr. Cependant, moi, c'est vrai, pour moi, la réalisation des audits pourra être facilitée par l'IA quand même, parce qu'elle pourra, par exemple, générer des questions pertinentes en fonction du contexte de l'audit. Si on travaille correctement avec l'IA, ça peut être quelque chose qui peut être une vraie valeur ajoutée pour la réalisation des audits. Alors écoute, certainement, mais désolé d'apporter là encore une fois je vais dire une nuance. Cela peut quand même interroger sur la pertinence de l'audit qui va être réalisé. Si je me mets à la place du client, voilà, en me faisant l'avocat du diable, je me dis, mais est-ce que l'IA va vraiment permettre de relever tous les aspects importants qu'on doit relever lors d'un audit interne ou externe. Il y a énormément d'aspects qui relèvent de l'observation visuelle par l'auditeur sur place, hein, sur l'instant, et puis bien sûr tous les échanges verbaux qu'on va avoir avec les acteurs du terrain. Et là, l'IA en direct aura très vite des limites. Ouais. Ceci étant, la réalisation des comptes rendus qualité peut être accélérée réellement. Réunion de travail, audit interne, alors là, moi, je trouve que tu as nulle contestation possible avec moi, puisque du coup, l'IA nous fera gagner un temps énorme. D'ailleurs, des outils d'IA génératifs sont déjà intégrés à Teams, Zoom, Google Meet, et permettent ainsi d'enregistrer nos réunions et de faire la synthèse de tous nos échanges avec nos collaborateurs, visioconférences, etc. Alors c'est incontestable, hein. Là je ne vais pas du tout aller à l'encontre de cet argument. Simplement, il ne faut pas oublier de comptabiliser les temps de mise en œuvre, de paramétrage, de réalisation de prompt en matière d'IA, et puis les temps de relecture attentive qui sont absolument nécessaires, de vérification, de correction nécessaires. À ce sujet-là, il y a deux études assez intéressantes qui sont sorties là encore récemment, une en septembre 25, septembre 2025, pardon, une étude d'un institut britannique qui montre que les gains de temps espérés, là c'est dans le domaine de l'éducation, sont finalement très modestes et parfois cela nécessitait même un travail supplémentaire pour les utilisateurs qui devaient ensuite optimiser les résultats. Et une autre étude, alors c'est le groupe ADECO, hein, octobre 2025, qui montre que la plupart des organisations ne parviennent pas encore aujourd'hui à traduire de véritables gains d'efficacité individuelle mesurables au niveau de la productivité de l'entreprise. Et oui, tout à fait. Mais enfin, ceci étant, quand même, pour conclure, on pourrait dire que l'IA et ses outils vont incontestablement impacter le management de la qualité. Est-ce qu'il s'agira d'une révolution ou plutôt d'une évolution? Les avis sont partagés, mais n'oublions jamais que l'IA est fortement tributaire de la fiabilité des données utilisées, puis de leur sécurisation. Ça, c'est les deux principes de base et c'est l'un des défis majeurs rencontrés par cette IA qui exploite les données générées directement ou indirectement par des humains. Là encore, une étude de 2022 qui peut être intéressante et qui peut aussi nous faire réfléchir. Mais maintenant, place au débat et nous sommes là pour débattre avec vous tous.
Alors, merci Cathy et Jean-Marc pour cette présentation donc d'argumentation, contre-argumentation. On a énormément de réactions, de questions dans le chat, donc je vais sans plus attendre commencer par la première. Alors, compte tenu de l'empoisonnement des données évoquées, les réglementations pratiques vont-elles pouvoir réguler cela pour fiabiliser? Grande On revient, question. on revient Ouais. sur le tout début de votre Hmm. intervention sur l'empoisonnement des données que Ouais. vous avez évoqué. Donc, les réglementations ou les pratiques, Hmm. est-ce Ouais, qu'elles vont pouvoir réguler cela pour fiabiliser un petit peu plus cette IA? ouais. Je- Tu voulais répondre, Jean-Marc, vas-y. Écoute, je vais commencer, puis tu Ouais, complètes. On va essayer de faire assez court, parce que je pense qu'il y a pas mal de questions. Voilà, c'est En ça. matière de réglementation, on peut mettre en place toutes les réglementations que l'on veut. Là, on peut être sur du domaine qui est qui relève pratiquement du piratage. Donc, on n'arrivera jamais à tout contrôler par des réglementations, hein. Ça, c'est absolument certain. Même s'il y a une norme ou même plusieurs normes qui sont en préparation par rapport à l'IA, l'utilisation de l'IA. Bon, il y a la norme ISO 42001, mais je pense que ça, de toute façon, ça ne permettra pas de contrer toutes ces tentatives de piratage dessus. Euh, voilà ce que je pourrais dire. Après, est-ce que dans les pratiques de l'entreprise, on peut, je sais pas, je te laisse peut-être la parole, ouais. Cathy, si tu veux Là, en compléter. fait, Ouais. c'est vrai que les réglementations ont fortement évolué. Le RGPD, qui est au départ un outil européen, est mis en place aujourd'hui par les Américains. C'est vrai qu'on se retrouve tous un peu submergés par ça. Et je pense qu'en fait, c'est au sein même de l'entreprise qu'il faut essayer de mettre en place des procédures, des processus, mettre en place la 42001, oui, bien sûr, mais mettre en place aussi d'autres outils qui vont être utilisés en fonction du secteur d'activité de l'entreprise et qui vont pouvoir être repérés par le spécialiste DSI. Il est clair que dans toutes les entreprises aujourd'hui, il faut un responsable SI. Alors, merci. Désolé de vous couper, mais je pense qu'on avait nos réponses. On a énormément de questions, hein. Alors, quelles conséquences concrètes de l'IA sur les métiers du conseil et de l'audit? Clairement, nos métiers vont profondément évoluer. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément disparaître. Mais les auditeurs, les conseils vont devoir effectivement s'adapter et puis pouvoir avoir des produits de valeur ajoutée parce que il est clair qu'aujourd'hui, si vous faites un prompt correct sur une IA, elle peut tout à fait vous donner un conseil fiable. Alors effectivement, je pense qu'on va gagner du temps sur un certain nombre de tâches qui appartiennent à la fonction du responsable qualité, mais sa valeur ajoutée reste extraordinairement importante parce qu'on ne peut pas faire confiance, une confiance totale à ce que l'IA va nous apporter, surtout quand l'IA s'applique à un univers ouvert sur des données qui sont externes à l'entreprise. Les données internes sont plus facilement fiabilisées, contrôlables, mais dès qu'on fait appel à l'information externe, notamment sur le web, là, il y a vite danger et c'est, je pense, une surveillance permanente. Donc, on peut penser que le responsable qualité, plus que jamais, sera un élément extraordinairement important de contrôle, de surveillance par rapport à ce que l'IA peut nous apporter, nous fournir. La précision de Jean-Marc est importante. Vous parlez bien aussi de données internes, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé. Il est clair aussi qu'il va falloir vérifier par rapport aux réglementations en vigueur également ce que va pouvoir vous produire l'IA. Tout à fait. Alors, oui, Jean-Marc, tu voulais ajouter Non, peut-être non, autre chose? c'était tout à fait ça. Donc, c'est clair que dans notre débat, on distingue bien ce qui est données ou data, pour employer le mot à la mode, les data internes, purement internes, qui donc peuvent être beaucoup plus facilement fiabilisées, les data externes, alors là, qui peuvent poser des problèmes et qui en poseront de plus en plus, vraisemblablement. Alors, merci Jean-Marc pour cette dernière remarque. Alors, donc,
L'utilisation de l'IA dans notre système ne met-elle pas en danger les données confidentielles? Y a-t-il un risque de piratage plus important? Alors, il me semble que vous avez commencé ou vous avez Ouais, répondu de toute façon dans votre présentation. Peut-être une courte ouais. réponse alors du coup. Oui, parce que effectivement, donc de plus en plus de dangers, ça c'est certain, de plus en plus de nécessité de mettre en place le RGPD, de faire un audit sérieux et d'avoir effectivement là encore un professionnel en interne ou externe mandaté pour pouvoir bien surveiller le système d'information. Et après, prendre des systèmes d'information qui sont agréés. Moi, par exemple, dans mon secteur, nos systèmes d'information doivent être agréés par l'Agence nationale de sécurité numérique. Alors, merci pour cette précision. Alors, l'IA générative est un formidable outil. Il faut le prendre comme tel. Alors, LLM, je ne vois pas, peuvent être un assistant virtuel, analyse de données, génération de texte, aide à la prise de décision, génération de modules de formation, génération de rapports d'audit. Le champ est très large, tout est possible. Donc, c'était une réflexion. Si la personne peut nous préciser ce que veut dire LLM, voilà. Ça veut dire Euh, Large Language Model. c'est ça, Large Language Model. C'est la base des agents de l'IA. Exactement. Ouais, Alors, toutes mes excuses pour ma méconnaissance sur ce terme. pas de souci. Alors, est-ce que l'IA ne va pas aider aussi à centraliser les dysfonctionnements pour tous les considérer et faciliter les actions correctives? Alors là, la réponse est oui, oui, évidemment, ça va nous faciliter le travail, sachant qu'on aura toujours quand même une limite. Là, on est sur des données qui sont, on peut penser essentiellement internes à l'entreprise. Encore faut-il que tous les opérateurs, tous les collaborateurs concernés saisissent bien les données de qualité. Ouais. Parce que si on élude certains problèmes rencontrés en termes de qualité, l'IA ne pourra pas effectivement avoir accès à ce qui n'a pas été saisi, hein. C'est un exemple caricatural que je donne là, mais c'est une réalité humaine Oui, dans l'entreprise. c'est ça. Et du coup, ça veut dire l'IA, oui, mais avec des personnels qui sont excessivement bien formés à déclarer l'événement indésirable ou le dysfonctionnement et avec des outils en SI qui sont hyper fiables, qui peuvent apporter des modules déroulants qui prennent l'ensemble, ce qu'on disait tout à l'heure, des possibilités de dysfonctionnement ou d'événements indésirables. Voilà, il faut vraiment qu'en amont, on ait un système d'information excessivement bien préparé et un personnel excessivement bien formé, intérimaire compris. Et on peut juste dire, je pense que tout notre public l'a compris, l'a déjà constaté, qu'un des enjeux absolument fondamentaux en IA, c'est la fiabilité de la donnée au départ, hein, de la data, l'existence et la fiabilité des données. Alors justement, une question qui découle, hein, comment vérifier les effets hallucinatoires de l'IA dans les systèmes qualité? L'interprétation des normes, par exemple, voilà, etc. Alors là, vaste sujet, parce que déjà, sans data, certains interprètent les normes. Merci Cathy pour Donc, avec l'IA, bah oui, on peut avoir une source complémentaire d'interprétation. C'est pour ça que je disais que l'humain est très important et que là, pour la question de tout à l'heure, les consultants, les experts bah, vont devenir de plus en plus experts pour justement essayer de respecter ce que dit la norme sans l'interpréter, mais l'expliquer, l'expliciter profondément aux personnes concernées, avec ou sans IA pour moi. Alors, une chose aussi qu'on peut ajouter, c'est que
les firmes qui développent, qui sont à l'origine des agents d'IA, prennent en compte ce problème en essayant de développer des applications qui permettent, dans une certaine mesure, de contrôler la cohérence quand même des données et puis les sources aussi de données. Alors ça, c'est peut-être plus évident s'il s'agit de sources qui sont extérieures à l'entreprise, mais on pourra pas arriver à du 100%, hein, c'est clair. Et c'est un des enjeux aujourd'hui, essayer de détecter si les datas sont fiables. En confiant ça, donc effectivement, à des développements spécifiques des agents d'IA. Mais ça ne Alors, remplacera pas l'humain quand même, c'est sûr, l'expertise tout à humaine. fait, tout à fait. Alors, j'enchaîne. Alors, je ne sais pas si vous avez la connaissance de cet outil. Quel outil il y a pour la gestion de documentaire? Peut-être que vous avez en tête déjà un outil ou voilà. Alors, moi, j'utilise pour faire ma veille réglementaire et documentaire une IA qui s'appelle Perplexity, qui fonctionne très bien. Vous lui donnez le thème ou les thématiques que vous voulez, et puis Perplexity vous sort les références. Il faut bien sûr vérifier, mais je trouve que c'est un outil qui me gagne du temps. On peut Euh, aussi ajouter, même si on l'a cité tout à l'heure pour une faille, mais c'est quand même un géant de l'informatique, et puis il tire les leçons et il corrige, c'est Microsoft avec la solution Copilot, hein, qui est utilisée avec profit par un certain nombre d'entreprises. Alors, Gemini Pro, Google cette fois-ci, puisque tu cites un grand mot aussi, j'en cite un. Ben oui, voilà. Google Gemini Pro propose un outil excessivement intéressant quand vous lui demandez de faire quelque chose, de faire une tâche. Il a un outil qui vous donne toutes les sources qu'il utilise pour accomplir la tâche que vous lui demandez. ok. Intéressant aussi. Ouais. Ok, bah écoutez, donc à creuser en tout cas, parce qu'effectivement, les outils, à mon avis, vont se développer Oui. On peut, très prochainement. Alors, Ça va vite, hein. on peut ajouter une petite remarque, hein. L'enjeu, en tout cas pour les entreprises qui en ont les moyens, ça va être effectivement de développer, d'adapter les solutions IA à leur propre environnement. Par contre, là, c'est très vite des coûts de développement qui sont importants et pas accessibles à toutes les entreprises. Alors, une autre question. Comment s'assurer de ne pas mettre la charrue avant les bœufs? Par exemple, les robots d'aide ménagère sont presque commercialisés et ce comme robots intelligents, sans préciser que le seul moyen de former cette IA est d'avoir un technicien ayant accès aux caméras de contrôle H24 de ces robots. Donc, en fait, c'est un petit peu, effectivement, est-ce qu'on n'est pas en train de dire que tout est intelligence artificielle, Exactement. j'imagine. Mais Ah oui. exactement, Nicolas, tu as raison. C'est-à-dire, et la personne qui a posé cette question-là a raison, l'intelligence artificielle, ça fait bien longtemps qu'elle est dans nos outils. On en parle là comme d'une bulle, si j'ose dire, mais ça fait très longtemps que l'intelligence artificielle est dans nos outils. Et c'est vrai qu'il faut vérifier que l'outil que vous prenez, là pour l'exemple de la personne, l'agent d'entretien de la maison, eh ben, il soit adapté à votre besoin. Si vous avez une maison avec un salon de 150 mètres carrés, des tapis partout, si vous prenez un aspirateur robot, bah, l'aspirateur robot, il va se prendre les brosses dans le tapis, il ne fera pas grand-chose, quoi. Il ne sera pas adapté. Donc, et si vous prenez un autre robot, en fait, c'est vrai que là, il faut regarder la proposition, l'étudier vraiment en profondeur et vous dire, bah oui, elle me convient. Quand j'ai mis en place, moi, des robots d'assistance dans les EHPAD, en fait, on a construit le robot, enfin, on a construit l'IA du robot avec, d'une part, la direction de l'établissement, mais aussi les résidents, les professionnels et bien entendu les développeurs. On n'a pas mis un robot comme ça qui arrive là par hasard, parce qu'il fallait vraiment qu'il soit adapté à la demande de tous. Et c'est comme ça que ça marche. Sinon, ça ne marche pas.
Merci Cathy pour justement cette précision. Autre question, comment utiliser l'IA dans les enquêtes clients? Alors, comment l'utiliser? Alors, déjà, une application qui paraît évidente, c'est dans l'analyse rapide des questionnaires, des retours de questionnaires. Et on peut gagner beaucoup de temps, même s'il faut là encore pas faire une confiance totale à l'IA aujourd'hui. Par contre, on aura toujours un biais qui n'est pas lié en tant que tel à l'IA. On peut reprocher peut-être un certain nombre de choses à l'IA, mais quand même pas tout. Prenons le cas des enquêtes, par exemple, de satisfaction. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a de moins en moins de gens, y compris en B2B, qui répondent. Et donc, ça peut très vite fausser, d'autant plus que les questions parfois induisent une orientation des réponses. On veut consciemment ou non, avoir le moins possible de réponses négatives dans l'enquête de satisfaction. Et l'IA, là, aura de grandes limites. Alors, certes, elle pourra exploiter les retours de questionnaires, mais je pense que c'est d'abord en amont qu'il faut avoir une réflexion. Est-ce qu'il vaut mieux pas, par exemple, envoyer moins de questionnaires, pas forcément à tous les clients, peut-être profiter, quand on le peut, hein, de contacts directs plus physiques avec le client pour recueillir un certain nombre de données qu'on pourra éventuellement faire traiter après par l'IA. Ouais. Oui, Cathy, peut-être un complément? Moi, en fait, du même avis que Jean-Marc, en fait, il faut vraiment aujourd'hui revoir nos outils de demande auprès des clients, qui soient assez courts, voilà, faut que ce soit encore une fois adapté aux personnes que l'on a en face de nous. L'IA peut nous aider à construire, mais parfois on n'aura pas de meilleurs résultats que si on fait un questionnaire différent et posé de personne à personne. Moi, j'avoue que dans mon secteur d'activité, toujours, parfois les questionnaires qui sont posés par une personne via le téléphone ou via WhatsApp sont plus efficaces que les questionnaires envoyés par l'IA parce qu'ils sont moins impersonnels. Et on retombe toujours sur cette fameuse règle. Si on veut que l'IA nous apporte vraiment un plus, encore faut-il que la donnée de départ soit fiable. Donc data fiable plus IA, ça serait le duo gagnant. Eh bien, Jean-Marc et Cathy. Alors, donc, j'enchaîne avec une réflexion qui peut effectivement faire aussi alimenter le débat. L'argument que le gain de temps résultera en licenciement revient au même argument contre le lean. Éliminer les gaspillages résulte en licenciement. Le lean, c'est aussi rajouter de la valeur ajoutée. Il en est de même pour l'IA, remplacer les tâches répétitives par des tâches de haute valeur ajoutée. Tout à fait. C'est Ouais. exactement ça. Ah oui. Il faut travailler avec l'IA pour effectivement remplacer les tâches inutiles et faire de la valeur ajoutée. Donc, licenciement, moi, je ne suis pas forcément de cet avis. Ça veut dire plutôt monter en compétence des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être évoluer énormément dans leur métier. Donc, du coup, eh bien, effectivement, on va devoir revoir en profondeur la partie RH et la partie développement des compétences dans les entreprises. Et ça, c'est indéniable. Et puis là, je pense qu'il y a un rôle très important de la direction qualité à ce niveau-là pour convaincre la direction que si avec l'IA, on arrive à gagner du temps sur des tâches à faible productivité, qu'on utilise ce gain de temps, comme on a évoqué tout à l'heure, par exemple, pour améliorer la relation avec le client, pour prendre cet exemple-là. Exactement. Et encore une fois, eh ben voilà une évolution de nos métiers à nous. C'est-à-dire que on sera plus uniquement conseil, mais on sera vraiment des experts qui seront au fait de l'évolution. On peut parler de change manager, hein. On a eu ça dans notre convention QSE de l'AFNOR la semaine dernière. C'était vraiment très intéressant. Nouveaux métiers et nouvelle mise en œuvre des changements qui vont être euh, des évolutions importantes dans les entreprises. La qualité, c'est quand même le fondement, c'est l'orientation client.
Alors malheureusement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on peut parfois avoir des entreprises ou organismes qui vont pas en fait rebasculer le temps gagné sur plus de temps pris avec le client ou avec d'autres parties prenantes, comme par exemple les collaborateurs en profiter pour améliorer, pourquoi pas en gagnant du temps, hein, le management positif passé avec les collaborateurs. Alors, merci nos deux experts. Donc, je continue avec les questions. La solution n'est-elle pas de mettre en place une personne ou une organisation pour ne pas dévier lors de la mise en place de plus en plus d'automatisation par l'IA, pour tenir compte des risques qui sont possibles, en fait? Oui, Est-ce qu'il ne faut pas un garde-fou, finalement? oui, le garde-fou dans une TPE-PME peut être justement le responsable QSE qui va être là et qui va lui-même pouvoir jouer ce rôle. Ou alors, effectivement, eh ben, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui va être soit un responsable ici, soit un change manager, mais effectivement, il va falloir quelqu'un qui sache expliquer, communiquer et puis conseiller l'entreprise pour qu'elle ait un outil qui soit le bon outil, voilà, c'est le bon outil au bon endroit et pour les bons utilisateurs. En veillant à la sécurisation des données. Ouais. Très important. Alors, merci pour cette précision. Alors après, il y a peut-être une question sur laquelle je peux répondre. Comment intégrer l'IA dans les chapitres des normes ISO 2015, évolution de l'environnement de travail, opportunités d'amélioration, enjeux matriciels à retranscrire dans la matrice SWOT, etc. Alors, ma première partie de réponse est qu'effectivement, la révision de la norme ISO 9001 notamment, et celle de la 14001 et la 45001, on va intégrer normalement ce qui est déjà tout ce qui est lié à l'environnement, à l'éthique, puisque l'environnement a effectivement évolué, développement durable, etc. Et il y aura aussi quelque chose sur l'éthique. Ouais. Probablement. Donc l'éthique, ça touche aussi l'IA. Et il y a aussi l'introduction de l'IA de Ouais. toute façon dans la révision de la norme, notamment 9001. Donc ça, c'est un premier élément de réponse que je peux fournir. Peut-être que Cathy et Jean-Marc peuvent compléter par contre sur l'évolution de l'environnement de travail, les opportunités d'amélioration, les enjeux matriciels, etc. Mais ça, c'est Alors, peut-être en dehors de la norme. Voilà. Alors, je pense, comme tu l'as évoqué, hein, comme tu l'as rappelé, la norme ISO 9001 est en train d'évoluer, mais même dans sa version actuelle, hein, la version 2015, c'est quand même une norme qui est extrêmement large, qui Oui. intègre tous les éléments qui peuvent porter à conséquence à court, moyen ou long terme sur l'orientation et la satisfaction client. Donc, ne pas prendre en compte aujourd'hui un certain nombre d'enjeux de l'IA, ça serait sans doute passer à côté de risques et ne pas aller dans le sens de la philosophie de la norme ISO 9001 telle qu'elle est actuellement. On ne peut pas se passer d'intégrer ces éléments-là, même si après, effectivement, d'abord la norme est en cours de révision, et puis d'autre part, il y a des normes beaucoup plus spécialisées qui sont d'ailleurs pour certaines encore en cours de réflexion, notamment sous l'égide européenne, qui vont être des normes beaucoup plus spécifiques sur l'IA. Mais déjà aujourd'hui, avec la norme ISO 9001, on ne peut pas se passer de quand même une certaine prise en compte Oui, au titre de la notion de risque qui peut affecter le client. voilà, tout Ouais. à fait. Tu as répondu, Jean-Marc. Peut-être que Cathy peut compléter, mais c'est Moi, exactement ça, hein. La révision va intégrer, effectivement, entre 2015 et 2025, il s'est passé 10 ans, mm, et les nouveaux, le monde a changé, notamment avec l'arrivée de l'IA, et puis au point de vue environnement et d'autres éléments, comme je citais l'éthique, par exemple.
Tout Cathy, à peux-tu fait. compléter si tu veux? Juste, voilà, on parle aussi beaucoup d'associer à la 9001 la 42001 et la 31000. Et c'est clair qu'il faut travailler aussi, bah, justement, avec ces normes-là en plus, puisque on va davantage sécuriser en appliquant l'ensemble de ces outils. Tout à fait. Alors du coup, je passe à une autre question, puisque je pense qu'on a répondu à celle-ci. Peut-on se fier à l'IA dans l'élaboration d'un plan directeur d'audit interne ou externe? Alors, dans le secteur d'activité nucléaire, par exemple, mais je pense que la question concerne également d'autres Voilà. secteurs plus spécifiques. Alors, qui veut répondre? C'est Alors, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on dit. Vous pouvez, pourquoi pas, demander à l'IA de vous construire votre programme d'audit, mais de toute façon, il va falloir quand même vérifier et peut-être compléter ce que l'IA va vous produire. Alors, si on revient même au secteur nucléaire, que personnellement je ne connais pas particulièrement, avec des normes très, très strictes, on peut aussi parler de l'aéronautique, hein, où il y a une norme aussi ISO, le médical, etc. sont des secteurs extrêmement sensibles. Donc, ça veut dire par rapport à la question posée, que là, on devra contrôler sans doute encore plus, c'est même pas sans doute, c'est certain, contrôler encore plus le recours à l'IA et donc les résultats qui vont être issus de l'utilisation des agents d'IA. Parce que là, il n'y a pas, ce sont des secteurs où il n'y a pas le moindre droit à l'erreur. Voilà ce qu'on peut dire. C'est une réflexion qui est un peu d'ordre général, hein, j'en suis Ouais. bien De conscient. toute façon, c'est vrai que pour construire un programme d'audit, vous devez, effectivement, l'IA peut vous aider, bien sûr, mais vous devez avant tout connaître ce que demande votre norme ou vos normes. Donc, en fait, c'est vrai que vous pouvez avoir une aide, mais pour moi, il n'est pas possible aujourd'hui, même avec un prompt magnifique, ou alors le prompt, vous lui donnez, je ne sais pas, une partie de la norme, pourquoi pas, il faut voir, mais moi j'ai essayé déjà, et même avec ça, il faut quand même revérifier ce qu'on veut vraiment et ce qu'on veut demander, quel est notre objectif avec l'audit, quel est notre périmètre exact, etc. etc. Cela même pour construire un plan d'audit, parce que je crois que c'était C'est dans la plan, oui, question pardon. hein, initialement Oui, posée. c'est Hein. C'est ça, plan, trois exactement. programmes, Ouais, même à excusez-moi. ce niveau-là, hein, Mm. ça va impliquer sans doute un contrôle, une vérification Ouais. beaucoup plus stricte, hein, même pour un plan d'audit. Alors, je vais passer à une dernière question. Comment évaluer la compétence d'une IA lorsqu'elle continue à la réalisation du produit? Alors, à mon avis, c'est vu que ça évolue sans cesse, comment on peut effectivement évaluer cette compétence bah, sans cesse, en fait, finalement? Mm. Bah, là, comment évaluer la compétence d'une Une IA? IA, J'ai pas lorsqu'elle bien compris la continue, question. oui, alors j'essaye de la reformuler, hein, parce que la Ouais, question ouais, telle qu'elle est posée est comment évaluer la compétence d'une IA ouais. lorsqu'elle continue, Mm. j'imagine, à contribuer à la réalisation du produit. Ah, ben, oui, donc bah là, effectivement, il faut regarder. À mon sens, si ça dépend. Si vous avez fait appel à quelqu'un qui vous a construit une IA générative bah, là, à votre demande, c'est-à-dire que vous avez une IA interne, hein, une IA générative interne, bah, là, vous allez avoir mis en place aussi un système de surveillance de votre IA. Et là, effectivement, en fonction des évolutions, voir comment elle peut contribuer à la continuité de vos activités. Nous, par exemple, sur les progiciels en sanitaire et médico-social, on a donc des développeurs et qui vont effectivement nous donner des éléments de développement et on va voir si c'est adapté à ce que l'on veut ou non. Et dans ces cas-là, on va leur faire un retour. Alors,
On peut avoir des outils complémentaires, surtout pour l'IA effectivement appliquée en interne, de vérification de cohérence par l'IA elle-même. Est-ce qu'on n'a pas des éléments qui sortent, qui paraissent complètement aberrants? Déjà, par exemple, ouais, des anomalies dans le fonctionnement même des éléments de sortie transmis par l'IA. Dans une certaine mesure, ça peut se vérifier, ça permet de sécuriser. Alors, j'emploie sûrement pas les bons mots techniques, hein, parce que je vous l'ai dit, moi, je suis pas un expert en IA, hein, je regarde simplement l'utilisation. Et puis, il restera toujours le fait que l'humain est absolument irremplaçable. On oublie une chose aussi dans le digital, c'est que le digital peut beaucoup de choses, dépasser un certain nombre de capacités humaines, mais l'humain, c'est tout bête, c'est aussi quelqu'un qui sort dehors, qui échange de manière ouverte dans un univers qui n'est pas que digital. Et c'est aussi ça qui permet derrière de conserver aussi une certaine sécurité. Et c'est Ouais. peut-être aussi les limites, si on caricature un peu, de projets comme les voitures totalement autonomes, Google Car totalement autonome. Bon, ça fonctionne sur des circuits bien délimités, mais lancer une voiture en pleine circulation place de l'Étoile à Paris ou ailleurs, c'est pas évident. L'humain a derrière un champ d'expérimentation qui est bien plus large sur certains points que ce que peut avoir une intelligence artificielle qui est limitée à des données numériques. Ouais. Et puis voilà, de toute façon, quand on travaille, moi je travaille par exemple avec la Haute Autorité de Santé, on a des logiciels spécifiques. Systématiquement, ils nous disent voilà, on a développé ça, on a fait ça en plus. Donc on dit bah oui, c'est très bien, ou alors bah, ça nous sert moins. Enfin voilà, il y a aussi une relation très étroite entre les utilisateurs que nous sommes et les développeurs en fait du SI. Donc c'est vrai que là, le responsable qualité, le responsable QSE aujourd'hui et le responsable SI vont travailler de concert pour donner des solutions qui vont pouvoir assurer la continuité et peut-être même dépasser les exigences à venir. Alors, je glisse une toute dernière réflexion qui me semble intéressante. Sans parler uniquement de recours à l'IA, il y a aussi toute la partie du stockage de données. Par exemple, un outil qui enregistre toutes les conversations dans une réunion qui part dans le cloud. On ne sait pas bien où. Cela pose quelques questions sur ce qu'on va dire en réunion. Alors, c'est vrai que déjà, vous n'allez pas enregistrer la réunion sans demander à l'ensemble des participants s'ils sont d'accord. Première chose. Ça, c'est une règle de base. Et après, effectivement, ça peut avoir pour effet de cadrer la réunion, c'est-à-dire de moins dévier. Donc, parfois, ça peut avoir un effet positif, en fait. Et de l'autre côté, on peut avoir des personnes, et ça a déjà été constaté, à partir du moment où la réunion est enregistrée, on le voit même simplement avec Teams, Zoom, etc., on a des personnes qui participent à la réunion, qui peuvent avoir d'excellentes réactions, réflexions, et qui vont se censurer, parce que derrière, un petit peu la peur d'être enregistré. Donc oui, il y a aussi des limites. Alors, merci Cathy Barret-Beaumard et Jean-Marc Gandhi, mes deux experts, pour nous avoir apporté vos expertises et votre ouverture d'esprit constructive, donc pour avoir échangé avec les spectateurs aujourd'hui. Malheureusement, donc le temps qui nous était imparti est écoulé. Nous arrivons au terme de ce webinaire, donc rassurez-vous. Donc le webinaire a été enregistré, il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion sur Parcours Croisé, donc celui QSE et RSE notamment, mais également achat, afin d'interagir avec vos pairs et y trouver de nombreux articles déjà publiés par nos experts, notamment par Jean-Marc Gandhi et Cathy Barret-Beaumard. N'hésitez pas à liker, commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie d'avoir été très nombreux à suivre ce débat. Je vous remercie pour vos échanges constructifs. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com.
Merci à tous nos participants. Merci à tous nos participants et à toi, Nicolas. Eh oui. Merci à vous deux. Merci.